Ma petite amie, Chloé, a dit, si tu es malade, reste à la maison et ne gâche pas mes vacances. J'ai répondu, d'accord. Puis j'ai gelé ses cartes. 1 heure plus tard, elle m'a appelé, mais j'ai ignoré. Le même jour, toute sa famille a débarqué à ma porte. J'ai 29 ans, elle en a 27. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans, et nous vivons ensemble depuis 8 mois. Pas d'enfants, pas de bail en commun. Détail important. Apparemment, jusqu'à la semaine dernière, je pensais que nous étions solides. Pas parfait, mais suffisamment stable pour que je ne sois pas constamment sur le qui-vive. Chloé a toujours été vive, directe, certaines personnes diraient confiante. D'autres diraient prétentieuse. Je me disais généralement qu'elle était juste honnête, et que l'honnêteté s'accompagnait parfois de rudesse. Tout a commencé la nuit précédant son voyage entre filles. Elle devait prendre l'avion à 6 heures du matin pour passer 4 jours dans un complexe balnéaire avec ses amis. Je devais la déposer à l'aéroport et m'occuper de l'appartement pendant qu'elle publiait des histoires sur le bien-être et les cocktails hors de prix. Le problème, c'est que je me suis réveillé cette nuit-là avec de la fièvre, des frissons, le tout. Pas une petite maladie. Malade au point de ne pas pouvoir se tenir debout. Je lui ai dit pendant qu'elle faisait ses bagages. Elle n'a même pas levé les yeux de sa valise. Elle a juste soupiré et a dit, si tu es malade, reste à la maison. Ne gâche pas mes vacances. J'ai ri au début, pensant qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Je suis sérieux. Elle a dit, je ne vais pas te surveiller et je ne vais pas changer mes plans parce que tu ne peux pas gérer un rhume. Je lui ai dit que j'avais peut-être la Covid ou la grippe. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es toujours dramatique quand tu es malade. J'ai demandé si elle était au moins préoccupée. C'est laquelle a prononcé la phrase qui a fait basculer quelque chose dans ma tête, ce voyage est important pour moi. Je ne vais pas le sacrifier parce que tu es gênant. Gênant. Je l'ai regardé une seconde et j'ai juste dit, d'accord. Elle a souri, soulagée, m'a embrassé la joue comme si elle voulait quelque chose, tu vois, je savais que tu serais raisonnable. Elle est partie le lendemain matin sans un mot de plus, traînant sa valise pendant que j'étais assis sur le canapé, transpirant sous une couverture. Environ 1 heure après l'atterrissage de son avion, mon téléphone a commencé à vibrer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais assez d'être raisonnable. Je n'ai rien fait de dramatique au début. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas appelé. Je suis resté allongé sur le canapé avec un thermomètre sous la langue, regardant les petits chiffres grimper pendant que mon téléphone continuait de s'illuminer avec ses histoires Instagram, des selfies dans le miroir de l'aéroport, des mimosas à 8 heures du matin. Des légendes sur le fait de « enfin déconnecter ». Déconnecté de moi, apparemment, environ 1 heure après l'atterrissage de son vol. J'ai reçu une notification de mon application bancaire, un débit, puis un autre dépôt pour le complexe, une réservation de dîner de groupe, une boutique de maillots de bain hors de prix près de l'hôtel. Normalement, je n'aurais pas remarqué. Je gagne bien ma vie. J'ai toujours géré les dépenses partagées, l'épicerie, les services publics, les urgences imprévues parce qu'elle était entre des emplois mieux rémunérés pendant la majeure partie de notre relation. À un moment donné, ma carte est devenue la carte par défaut. Sa carte existait surtout comme une carte de secours. Allongé là, transpirant, la gorge en feu, quelque chose a fait tilt. J'ai ouvert l'application, j'ai fait défiler les transactions. Des milliers de dollars déjà prévus pour un voyage qu'elle venait de me dire de ne pas gâcher avec ma maladie. Je me suis souvenu de ces mots exacts, ne gâche pas mes vacances. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai gelé les cartes. Toutes, celles à mon nom qu'elle avait enregistrées. Cela a pris peut-être 30 secondes. Puis, j'ai posé mon téléphone et je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, j'avais 5 appels manqués, tous d'elle. Je les ai ignorés. Puis vinrent les SMS, et « ma carte ne fonctionne pas. Tu as changé quelque chose ? Ce n'est pas drôle. Appelle-moi maintenant. » Je n'ai pas répondu. Vers midi, on a frappé à ma porte. J'ai cru que c'était le livreur. J'avais commandé de la soupe plus tôt. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé sa sœur aînée, Sophie, sa mère, Madame Dubois, et son père, Monsieur Dubois, debout dans le couloir, comme une sorte d'escouade d'intervention.
Madame Dubois a croisé les bras et a dit, nous devons parler de ce que tu as fait à notre fille. C'est là que j'ai réalisé que mon petit, d'accord, silencieux était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Ils n'ont même pas attendu une invitation. Madame Dubois est entrée la première, balayant l'appartement du regard comme si elle était déjà déçue. Monsieur Dubois est resté près de la porte, les bras croisés. Sa sœur, Sophie, qui a toujours agi comme la manageuse officieuse de Chloé, est allée directement à la table de la cuisine et s'est assise. Tu l'as embarrassée, a dit Sophie immédiatement. Pas de bonjour, aucune inquiétude concernant ma maladie. Elle est coincée. J'ai cligné des yeux. Elle est dans un complexe. Madame Dubois a ricané, sans accès à l'argent. Je n'ai pas pris son argent, ai-je dit. J'ai gelé le mien. Monsieur Dubois a finalement parlé, pourquoi lui ferais-tu ça? J'ai pensé à la fièvre, au frisson, à la façon dont elle n'avait même pas demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. À la façon dont elle m'avait embrassé la joue comme si j'étais une tâche qu'elle avait cochée parce qu'elle m'avait dit de ne pas gâcher ses vacances. J'ai dit calmement, alors, je ne l'ai pas fait. Sophie s'est penchée en avant, c'est mesquin. Tu l'as puni. Non, ai-je répondu. Je respecte les limites. Elle ne voulait pas s'occuper de moi malade. Je ne veux pas m'occuper de financer son plaisir. Madame Dubois a secoué la tête, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations. J'ai ri, ce qui m'a immédiatement fait tourner la tête. Drôle, parce que c'est exactement comme ça que la nôtre a fonctionné pendant un certain temps. Ils ont tous parlé en même temps après cela, de partenariat, de responsabilité, de son stress, de ses pleurs, de la façon dont ses amis la jugeaient parce que ses cartes ne passaient pas. Pas un seul d'entre eux n'a demandé comment je me sentais. Finalement, Monsieur Dubois a dit, elle a dit que tu as refusé de l'aider. Je l'ai regardé et j'ai dit, elle m'a refusé en premier. Cela a fait taire la pièce. Son téléphone a commencé à vibrer sur la table, c'était FaceTime cette fois. Sophie l'a attrapé et a tourné l'écran vers moi sans demander. Le visage de Chloé a rempli l'écran. Lunettes de soleil, gloss parfait, plage derrière elle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle claqué. Répare ça tout de suite. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit, non. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle a semblé sincèrement confuse. Sa confusion n'a pas duré longtemps. Elle s'est vite transformée en colère. Tu es abusif, a-t-elle dit dans le téléphone, la voix juste assez forte pour que je sache que ses amis pouvaient l'entendre. Tu me contrôles avec l'argent. J'ai jeté un coup d'œil à sa famille debout dans mon salon. Sophie a hoché la tête comme si c'était un script qu'ils avaient répété. Je ne te contrôle pas, ai-je dit calmement. Je me retire. Madame Dubois est intervenue, on ne peut pas simplement se retirer quand les choses sont gênantes. J'ai failli rire. C'est intéressant, ai-je dit en me frottant les tempes. Parce que c'est exactement ce que votre fille a fait. Chloé a riposté, j'allais faire un voyage que j'avais déjà planifié. Tu étais malade. Qu'est-ce que j'étais censé faire? T'inquiéter, ai-je demandé. Demander comment j'allais. Peut-être ne pas me traiter de gênant. Silence au téléphone. Pas de traitement de la culpabilité. Comme si elle recalculait l'argument. Sophie a croisé les bras, tu ruines ses relations. Ses amies sont furieuses. Cela la fait mal paraître. C'était ça. C'était le vrai problème. Je ne savais pas que mon rôle était de gérer son image, ai-je dit. Je pensais que j'étais son petit ami. À l'écran, Chloé a ricané, ne fais pas l'innocent. Tu me reproches toujours l'argent. C'est drôle, ai-je répondu. Parce que tu n'as jamais eu de problème à le dépenser. Monsieur Dubois s'est raclé la gorge, fiston, les relations ne sont pas transactionnelles. D'accord, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai cessé de traiter celle-ci comme un parrainage. Son visage s'est tordu. Alors quoi? Tu m'abandonnes? Je l'ai regardé. Vraiment? Parfaitement coiffée, brise marine. Aucun signe qu'elle avait perdu le sommeil à cause de ma maladie. Tu m'as abandonné en premier, ai-je dit tranquillement. Je ne fais que rattraper mon retard. Elle a fixé l'écran comme si elle ne me reconnaissait plus. Madame Dubois s'est rapprochée, baissant la voix, tu dois débloquer ces cartes. Aujourd'hui.
J'ai secoué la tête. Non. Alors que se passe-t-il, a demandé Sophie. J'ai haussé les épaules. Elle se débrouille, comme moi. L'appel s'est terminé brusquement. Elle a raccroché. L'appartement est devenu silencieux. Sa famille est restée là, sidérée, non pas parce que j'étais cruel, mais parce que je ne pliais pas. C'est alors que Monsieur Dubois a dit quelque chose d'inattendu. Es-tu sûr de vouloir mettre fin aux choses de cette façon? J'ai dégluti, la fièvre bourdonnant encore dans mes os. Je n'y mets pas fin, ai-je dit. J'en ai juste assez de la porter. Et pour la première fois de la journée, personne n'a riposté. Après leur départ, l'appartement a semblé étrangement calme. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste le bourdonnement du réfrigérateur et mon téléphone vibrant sur la table basse comme s'il était vivant. Je ne l'ai pas décroché. Je savais déjà ce que ce serait. Plus d'exigence, plus d'indignation, plus de gens me disant comment je l'avais laissé tomber. J'ai pris des médicaments, bu de l'eau et je suis retourné me coucher. 1 heure plus tard, le bourdonnement s'est arrêté. C'est là que la phase de panique a commencé. Elle a envoyé un SMS au lieu d'appeler cette fois. D'accord, on peut parler comme des adultes. Ça a dégénéré. Mes amis sont stressés et j'ai l'air folle. C'était encore là. Pas, je m'inquiète pour toi, pas, je suis désolé, juste l'apparence. J'ai répondu par une seule phrase, je suis malade. Je me repose. Débrouille-toi. Elle n'a pas aimé ça, alors, tu fais vraiment ça? Tu vas sérieusement me laisser souffrir pour marquer le coup? J'ai fixé l'écran. Le brouillard de la fièvre s'est dissipé juste assez pour qu'une sensation froide et vive s'installe. Tu m'as dit de ne pas gâcher tes vacances, ai-je tapé. Je respecte cela. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Tu es cruel, a-t-elle écrit. Mes amis pensent que tu es un psychopathe. J'ai presque ri. 2 ans à payer les factures, à résoudre les problèmes, à apaiser ses humeurs. Et c'était le moment où je devenais le méchant. Le soir, elle inondait à nouveau mon téléphone d'appel. Des notes vocales cette fois. Son ton avait changé. Moins de colère, plus de désespoir. Elles sont toutes agacées, a-t-elle dit. Plus personne ne veut me dépanner. Une des filles a dû payer le dîner et elle est furieuse. Débloque juste les cartes et on parlera quand je rentrerai. On parlera quand je rentrerai. Comme si ce n'était qu'un problème de service. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait sérieusement auparavant. J'ai énuméré tout ce que j'avais payé, le loyer, les services publics, l'épicerie, les abonnements, les dépenses d'urgence, les voyages qu'elle ne pouvait pas se permettre actuellement. Voir tout cela en un seul endroit m'a fait prendre conscience. Ce n'était pas un partenariat. C'était une dépendance déguisée en amour. Cette nuit-là, elle a posté une histoire. Coucher de soleil sur la plage, légende, quand l'univers te met à l'épreuve. J'ai fermé l'application parce que, pour la première fois, l'univers ne me mettait pas à l'épreuve. J'étais en train de tester si j'étais enfin prêt à arrêter d'être utilisé. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le silence. Pas d'appel, pas de SMS, pas de note vocale en colère. Juste une seule notification de mon application bancaire confirmant que le gel de la carte était toujours actif. Je me sentais mieux physiquement, la fièvre était tombée, l'esprit plus clair, mais mentalement, quelque chose avait changé pendant la nuit. Puis les messages ont recommencé. Un ton différent cette fois. D'accord, je comprends. Tu es en colère. Mais tu n'avais pas à impliquer ma famille. J'ai failli répondre à celui-là. Presque. L'ironie était impressionnante. En milieu de journée, j'ai reçu un SMS d'une de ses amies. Pas elle, une amie. Et, c'est gênant, mais sais-tu quand les cartes fonctionneront à nouveau? Nous essayons de quitter le spa. C'est là que j'ai tout compris. Elle ne leur avait pas dit la vérité. Elle n'avait pas dit, j'ai traité mon petit ami comme un inconvénient pendant qu'il était malade, et il a finalement craqué. Elle l'avait présenté comme une erreur bancaire, un malentendu, quelque chose de temporaire. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai pris une douche et, pour la première fois depuis des mois, j'ai fait quelque chose uniquement pour moi.
J'ai préparé un bon repas, ouvert les fenêtres, laissé l'appartement respirer. J'ai réalisé à quel point j'avais vécu tendu, toujours à une petite contrariété de ces accès de colère. En fin d'après-midi, elle a finalement rappelé. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. Sa voix s'est brisée immédiatement. Peux-tu s'il te plaît juste arranger ça? Je te rembourserai. C'était nouveau. Avec quoi, ai-je demandé. Silence. Je ne voulais pas dire ça comme ça, a-t-elle dit rapidement. Je ne pensais pas que tu ferais ça. J'ai dit, d'accord. J'ai répondu, tu as pris cela comme une permission. Moi, je l'ai pris comme une clarté. Elle a commencé à pleurer. Pas fort, de manière contrôlée. Le genre destiné à attendrir quelqu'un. J'étais stressé, a-t-elle dit. Tu sais comment je suis. Je ne voulais pas dire que tu étais gênant. Mais tu l'as dit, ai-je répondu. Et tu es parti quand même. Je pensais que tu comprendrais, a-t-elle murmuré. Cette phrase a brisé toute la sympathie qu'il me restait. Je comprends parfaitement maintenant, ai-je dit. C'est le problème, a-t-elle supplié. Elle a promis que les choses changeraient. Elle a dit qu'elle rentrerait plus tôt si je débloquais les cartes. J'ai regardé autour de l'appartement, le calme, l'espace, l'absence de tension, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne voulais pas qu'elle rentre. Je ne les gèle pas pour te punir, ai-je dit calmement. Je les gèle parce que j'en ai fini d'être ton filet de sécurité. Elle a inspiré brusquement. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? J'ai fermé les yeux. Ça signifie, ai-je dit, que tu es sur le point de vivre les vacances que tu as demandées sans moi. Elle n'a pas répondu. L'appel s'est terminé peu après et, pour la première fois depuis son départ, j'ai ressenti quelque chose d'approchant la paix. Au 3e jour, l'histoire qu'elle se racontait a commencé à s'effondrer. Ses appels se sont complètement arrêtés. Non pas parce que les choses allaient mieux, mais parce qu'elle n'avait plus personne pour la dépanner. J'ai découvert cela par une source inattendue, son cousin, Lucas. Il m'a envoyé un SMS ce soir-là, et mec, je ne veux pas être au milieu de ça, mais elle demande à la famille de lui faire un virement. Qu'est-ce qui se passe? Ce message est resté lourd. Elle était passée des cocktails au bord de la plage à l'emprunt d'argent en moins de 72 heures. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la nuit, elle a finalement envoyé un nouveau SMS. Pas de colère, pas de culpabilisation, juste une honnêteté dépouillée. Je suis embarrassé. Je ne pensais pas que ça deviendrait si grave. J'ai fixé l'écran, pensant à la façon dont elle m'avait ignoré quand j'étais malade. À la facilité avec laquelle elle m'avait dit de rester à la maison pour ne pas gâcher son plaisir. Ça ne semblait pas grave quand c'était moi qui gérais ça. J'ai répondu. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, c'était frénétique, mes parents sont furieux. Mes amis sont agacés. Tout le monde pense que je suis irresponsable. J'ai presque eu pitié. Presque. Mais ensuite elle a ajouté, tu pourrais arranger tout ça avec un seul appel. C'était ça. Me voyant toujours comme la solution, pas comme la partenaire qu'elle avait lésée. J'ai posé mon téléphone face contre terre. 1 heure plus tard, on a frappé à ma porte. Cette fois, ce n'étaient pas ses parents. C'était sa tante Sylvie et son oncle Marc. Tante Sylvie a soupiré dès que j'ai ouvert la porte. Nous ne sommes pas là pour crier, a-t-elle dit. Nous sommes là pour comprendre. Je les ai laissés entrer, je me suis assis en face d'eux pendant qu'ils posaient des questions avec précaution. Je leur ai tout raconté. Ce qu'elle avait dit, comment elle était partie, comment elle avait réagi quand je n'avais pas immédiatement nettoyé le désordre. Oncle Marc a hoché la tête lentement. Elle a toujours supposé que quelqu'un la rattraperait. Je n'ai pas argumenté. Avant de partir, tante Sylvie a dit quelque chose qui m'est resté, tu sais, a-t-elle dit doucement, si tu débloques ces cartes maintenant, elle n'apprendra jamais cette leçon. Je n'ai pas répondu parce que, pour la première fois, sa famille ne me demandait pas de la sauver. Il me demandait de la laisser se confronter à elle-même, et cela m'a dit exactement à quel point les choses étaient devenues graves. Le lendemain matin, elle est finalement rentrée. Aucune alerte, aucun SMS. J'ai entendu la clé dans la serrure pendant que je faisais du café et, pendant une seconde, mon corps a réagi avant mon cerveau.
Mémoire musculaire, je suppose. Puis elle est entrée et l'illusion s'est immédiatement brisée. Elle avait l'air anéantie. Pas anéantie de façon dramatique. Réellement anéantie. Pas de maquillage, les cheveux attachés en un chignon négligé, un coup de soleil qui pelait sur ses épaules. Le genre de fatigue qui vient de l'humiliation, pas du manque de sommeil. Elle a laissé tomber sa valise dans le couloir et est restée là, me fixant comme si elle n'était pas sûre de la version de moi qu'elle allait obtenir. Alors, a-t-elle dit tranquillement, tu as vraiment fait ça? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fini de verser mon café, posé la tasse et me suis assis en face d'elle à la table. Tu m'as dit de rester à la maison, ai-je dit. Tu m'as dit de ne pas gâcher tes vacances. J'ai écouté. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Je ne pensais pas que tu me couperais les vivres. C'est le problème, ai-je répondu. Tu ne penses jamais que j'arrêterai. Elle a répliqué vivement, tu aurais pu juste me parler. J'ai essayé, ai-je dit. Tu faisais tes bagages. Elle a ri amèrement, as-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant? Avoir ma carte refusée devant tout le monde? J'ai hoché la tête. As-tu la moindre idée à quel point il est humiliant de se faire dire qu'on est gênant quand on est malade? Elle a détourné le regard. J'étais stressé, a-t-elle marmonné. Je ne le pensais pas. Mais tu l'as dit, ai-je répondu, et puis tu es parti. Elle s'est penchée en avant, la voix tremblante, j'ai paniqué. Tout s'est effondré. Mes amies étaient furieuses. Mes parents étaient furieux. Personne ne voulait m'aider parce qu'ils supposaient tous que tu le ferais. J'ai laissé cela s'installer entre nous. Finalement, elle a murmuré, j'ai besoin de toi. Cette phrase avait l'habitude de fonctionner sur moi. Maintenant, elle sonnait juste lourdement. Je ne veux plus être nécessaire comme ça, ai-je dit calmement. Je veux être choisi. Elle m'a regardé, les larmes coulant librement maintenant. Alors quoi? C'est tout. Tu as juste fini. J'ai regardé la femme que j'avais soutenue, défendue, financée et excusée pendant 2 ans. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Mais je sais que je ne peux pas revenir à la situation d'avant. Elle a tendu la main. Je l'ai retirée. Et c'est là qu'elle a réalisé que ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de savoir si j'étais encore prêt à rester. Les jours après son retour à la maison ont été tendus d'une manière calme et étouffante. Pas de cris, pas d'accusations, juste 2 personnes se déplaçant dans le même espace comme des étrangers qui en savaient trop l'un sur l'autre. Elle a essayé d'agir normalement au début, préparant le dîner, demandant comment s'était passée ma journée, s'asseyant un peu trop près sur le canapé. Chaque mouvement semblait répété, comme si elle suivait un scénario intitulé « Comment faire revenir les choses à la normale ». Mais la normale avait disparu. Chloé continuait de mentionner le voyage par bribes, testant différents angles. Une nuit, c'était la colère, tu m'as humilié, a-t-elle claqué. Mon ami ne s'en remet toujours pas. Une autre nuit, c'était la culpabilité, je sais que j'ai foiré. J'étais égoïste. Je n'ai pas réfléchi. Puis la négociation, si je te rembourse tout, on peut juste remettre les compteurs à zéro. Ça m'a presque fait rire. Je ne veux pas de remboursement, ai-je dit, je voulais du respect. Elle ne savait pas quoi faire de cette réponse. Quelques jours plus tard, elle a avoué le reste. Comment le voyage s'est effondré. Comment ses amis ont cessé de l'inviter à des choses une fois que la question de l'argent s'est posée. Comment l'une d'entre elles lui a carrément dit, tu as vraiment foiré avec lui. Elle a dit cette partie tranquillement. Je pensais que sortir avec toi signifiait la sécurité, a-t-elle dit une nuit, en fixant le sol. Je n'avais pas réalisé que je te traitais comme une infrastructure. Ce mot m'est resté. Une infrastructure n'est pas remerciée. On ne la remarque que lorsqu'elle tombe en panne. Je ne veux pas être la chose qui ne compte que lorsqu'elle a disparu, ai-je dit. Elle a hoché la tête, pleurant à nouveau. Je vais changer. Mais voici la vérité que je n'avais pas encore dite à voix haute. Un changement qui vient de la peur des conséquences ne dure pas. J'avais déjà commencé à imaginer ma vie sans elle. Non pas avec colère, non pas par vengeance, juste avec soulagement. Moins de précautions, moins d'attentes, plus de punitions pour être humain. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Même si elle ne prononçait plus jamais cette phrase,
je me souviendrai toujours avec quelle facilité elle l'avait dite la première fois. Et une fois que vous vous voyez clairement dans les yeux de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas l'oublier. La dernière décision était déjà en train de se former. Elle ne le savait pas encore. J'y ai mis fin le lendemain matin. Pas de discours, pas de dispute, pas de liste de griefs. J'ai attendu qu'elle ait fini son café et j'ai dit calmement, je ne veux plus faire ça. Elle s'est figée. Tu es toujours fâché à cause du voyage. Non, ai-je dit, je suis lucide sur la relation. Elle a ri nerveusement, alors c'est ça. Pour un commentaire et de l'argent? J'ai secoué la tête, pour la facilité avec laquelle tu m'as jeté quand j'étais gênant. Pour ton choc que je ne continue pas à te sauver? Son visage s'est froissé. Une vraie panique cette fois. Je ferai mieux, a-t-elle dit rapidement. Je jure que je ne te parlerai plus comme ça. Je ne m'étais pas rendu compte. C'est le problème, ai-je interrompu doucement. Tu ne t'es pas rendu compte parce que tu n'en avais pas besoin. Quelqu'un t'a toujours rattrapé. Elle a alors commencé à pleurer fort, puis à s'excuser, disant qu'elle m'aimait, qu'elle avait peur de me perdre, qu'elle avait besoin de moi. J'ai écouté. Je n'ai pas interrompu. Et quand elle s'est finalement arrêtée, j'ai dit la vérité, je ne veux plus être nécessaire comme ça. Cela a brisé quelque chose en elle. Elle a demandé où elle était censée aller. Je lui ai dit qu'elle avait de la famille, des amis, des options, des choses dont elle était si sûre quand elle était partie pour ce voyage. J'ai débloqué les cartes plus tard dans la journée. Non pas pour son confort, mais parce que j'en avais fini d'utiliser l'argent comme une limite. La vraie limite, c'était mon départ. Elle a déménagé ce week-end-là. La dernière chose qu'elle m'a dite a été, je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Et j'ai réalisé que cela résumait toute notre relation. Elle n'a jamais pensé que j'arrêterais d'absorber les dégâts. Je suis seul maintenant. Ma santé est meilleure. L'appartement est calme, les comptes bancaires plus sereins, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur d'être malade, fatigué ou gênant, car personne ici ne me traite comme un problème à gérer. Si quelqu'un vous dit de ne pas gâcher son bonheur avec votre humanité, croyez-le. Ensuite, décidez si c'est vraiment là que vous devez être. Au revoir.